personnes en train de rejoindre. Super. Donc, je vais partager mon écran sans autre. Hop. Voilà. Parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Image, OK. Parfait. OK. Merci pour votre réponse. Parfait. OK, donc parfait. Il est 11 h, on va commencer. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire sur les CFD forward. Vous découvrirez en fait dans cette session comment amplifier votre capacité d'investissement grâce à l'effet de levier et comment le faire en fait sans frais overnight. Hein, donc tout d'abord, avant de commencer, je vais juste lancer un petit sondage pour un petit peu comprendre quelle est votre expérience déjà avec les CFD. Comme ça, je peux me faire un petit peu une idée du niveau de l'audience. Donc, est-ce que vous êtes débutant, plutôt intermédiaire ou avancé? Donc voilà, j'ai lancé un petit sondage. Donc, si vous pouviez répondre à ce sondage, ça serait super. Comme ça, j'ai une petite idée du niveau de l'audience. Donc, en attendant, on va continuer avec la présentation. Donc ici, sans autre, vous voyez un petit disclaimer. Je vous laisserai donc le lire. Donc, qui indique que voilà, le contenu de cette vidéo n'est pas le produit d'un service de recherche de Swissquote, que les CFD sont des produits qui sont relativement risqués. Voilà, donc je vous laisserai passer ça en revue. Je vous laisserai également découvrir le contenu digital que propose Swissquote sur sa chaîne YouTube. Il y a donc énormément de contenu pour ceux qui veulent apprendre le trading et en savoir plus sur tous les produits qu'on propose. Et sans autre, moi je vais également me présenter. Donc merci à tous d'être présents dans ce webinaire. Je suis Nicolas Profumo. Je suis Sales Support Exécutive chez Swissquote. Je suis étudiant. Je suis en fin de master en finance à l'université de Lausanne, avec une spécialisation en asset et risk management. Maintenant, depuis plus d'1 an chez Swissquote, j'accompagne et j'oriente les investisseurs Europe de l'Ouest avec une spécialisation sur les marchés Forex et également CFD. J'ai à cœur de transmettre mes connaissances afin de parvenir à un objectif simple, la fin d'une finance opaque, complexe et inaccessible. Et donc, voilà comment un peu va se dérouler la session d'aujourd'hui et notre webinaire. On va commencer par une brève introduction sur les produits dérivés, l'histoire des produits dérivés, et après on entrera plus dans le vif du sujet. On se concentrera en fait sur qu'est-ce que ces produits exactement, qu'est-ce que les forwards, qu'est-ce que les futurs, comment sont réglés leurs payoffs à maturité, qu'est-ce que le risque de contrepartie, comment peut-il être mitigé, et on verra également la méthode mark to market. On finira enfin par quelques cas pratiques sur CFXD où je vous montrerai comment traiter des CFD forward et passer en fait directement des ordres sur la plateforme CFXD. Merci d'avoir répondu. Ah, vous ne voyez pas mon écran. Ah, mince. Alors, attendez. Hein. OK. Là, c'est bon? OK. Non, c'est OK. Est-ce que là, tout le monde, vous voyez mon écran? Est-ce que quelqu'un peut répondre dans le chat, s'il vous plaît? Donc là, je suppose que c'est bon. OK. Donc, merci à tous d'avoir répondu au sondage. Sans autre, on va continuer. Donc voilà, en première partie, donc une introduction. Qu'est-ce que les produits dérivés? Eh bien, les produits dérivés sont des instruments financiers dont la valeur dépend ou dérive de celle d'un autre actif appelé l'actif sous-jacent. Donc, quels peuvent être en fait les sous-jacents sur ces produits dérivés? Eh bien, ça peut être des actions, mais ça peut être également des indices, des matières premières, des devises, mais également des taux d'intérêt. Nous, on va se concentrer dans ce webinaire surtout sur les produits dérivés qui ont comme sous-jacent des indices ainsi que des matières premières. Comme exemple, donc, il peut y avoir par exemple des options, des futurs, mais également des forwards ou même des swaps.
Ah, d'accord, ok. Merci, Elias Soufiane. Quand il y avait le sondage, vous ne voyez pas. D'accord, ok, ok, super. Merci beaucoup. Si jamais je pourrais revenir sur certains points si vous n'avez pas vu le début de la présentation. Parfait. Donc, attendez, j'ai un petit... Voilà. Donc, nous, dans cette présentation, on va se concentrer surtout, en fait, sur les futurs et les forwards, hein, comme produits dérivés. Donc, quelle est l'utilité des produits dérivés? Eh bien, tout d'abord, ils servent à se couvrir contre le risque. Donc, ils donnent une couverture contre le risque. Prenons un exemple, un agriculteur va utiliser un contrat à terme pour fixer à l'avance le prix de vente de sa récolte. Hein, d'accord? Un boulanger peut également utiliser un contrat à terme pour fixer à l'avance le prix d'achat de sa farine. Les produits dérivés peuvent être également utilisés pour la spéculation. Donc, vous pourrez réaliser un profit grâce à l'effet de levier, donc grâce à un investissement initial faible, et vous parierez sur une hausse ou une baisse du sous-jacent. Que le sous-jacent soit une action, un indice, des matières premières. Faisons peut-être un petit point sur l'histoire des produits dérivés. Donc, les produits dérivés ne datent pas d'hier, parce que déjà en 1750 avant Jésus-Christ, dans le Code d'Hammurabi, on voit qu'il est mentionné qu'il y a des ventes de biens à une date future prédéterminée via des contrats standardisés. Donc déjà à l'époque, les produits dérivés existaient déjà. Également, à Milet, Thalès de Milet, au 7e siècle avant Jésus-Christ, utilise l'astronomie pour prédire la future récolte d'olives. Il va louer tous les pressoirs à huile de Milet et de Chios, et il espère en fait que la future récolte d'olives sera abondante, et qu'au moment où ces prédictions se réaliseront, eh bien, il pourra imposer ses conditions aux producteurs en leur louant les pressoirs à huile au tarif qu'il le souhaite. Et donc, en fait, une fois ces prédictions réalisées, eh bien, Thalès de Milet a été capable de gagner une petite fortune grâce à ce procédé. Ici, qui est plus un procédé d'optionnalité, plus que vraiment forward futur, mais on est déjà sur des produits dérivés à une époque très antérieure. Également en 1697, à Osaka, au Japon, avec la bourse du riz de Dojima, où eh bien, les samouraïs étaient payés en riz, et donc il y a eu une bourse qui s'est développée où des contrats à terme sur le riz étaient échangés pour se protéger contre les fluctuations de prix. La bourse du riz de Dojima est le premier marché à terme organisé de matières premières au monde. En 1848 également, à Chicago, il y a eu la création du Chicago Board of Trade, où on voit apparaître des échanges de contrats à terme sur le maïs pour se protéger contre les fluctuations de prix. Le Chicago Board of Trade devient le Chicago Mercantile Exchange en 1919, aujourd'hui le CME Group, qui est actuellement la plus grande bourse d'échange de produits dérivés au monde, et de très loin. Maintenant, on va passer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, tout d'abord, on va voir la différence entre forward et futur. Donc, qu'est-ce que les forwards? Les forwards sont des contrats de gré à gré, donc over the counter, entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à une date future, à un prix fixé aujourd'hui. La livraison peut être physique, vous recevez les actions à terme, vous recevez le pétrole à terme, vous recevez l'or à terme, ou elle peut être, en fait, il peut y avoir ce qu'on appelle un cash settlement, où vous recevrez en fait une différence monétaire, un payoff. Les futurs, c'est le même principe que les forwards, mais ce sont des contrats standardisés. Et en fait, ces contrats-là sont négociés sur une bourse organisée, par exemple le Chicago Mercantile Exchange ou la bourse Eurex, qui vont agir comme une chambre de compensation. C'est une notion qu'on développera plus tard. Ils peuvent être également, il peut y avoir également des physical delivery ou des cash settlements. Quelles sont les différences clés entre ces deux produits? Eh bien, tout d'abord, la standardisation. Les futurs sont des contrats standardisés. Vous ne négociez pas les points du contrat, la taille, le montant, l'endroit où le sous-jacent sera par exemple livré. Alors qu'avec les forwards, vous avez une beaucoup plus grosse liberté contractuelle. Également, une différence clé, c'est la liquidité. Vu que les futurs sont de manière générale sur des plus petits montants et qu'ils sont négociés sur des bourses, eh bien, ils ont tendance à être beaucoup plus liquides que les forwards.
Il y a également un risque de contrepartie. Et ces deux produits diffèrent dans leur risque de contrepartie, car en fait, les futurs sont beaucoup moins risqués vu qu'ils sont négociés sur des bourses qui agissent comme des chambres de compensation que les forwards, qui eux, en fait, sont de gré à gré et donc présentent un risque plus important que les futurs. Également, la marge requise est une différence parce qu'on verra que les chambres de compensation et donc les bourses exigent des marges lorsque vous traitez des futurs, ce qui n'est pas forcément le cas avec les forwards, étant donné que ce sont des contrats de gré à gré et que vous faites ce que vous voulez, même si dans la plupart du temps, il y a bien évidemment des marges qui sont exigées, même avec des contrats forward. Passons un peu dans le vif du sujet. Si on veut prendre maintenant un exemple d'un futur ou d'un forward sur le blé, vous aurez différents acteurs, par exemple un agriculteur qui lui est un producteur de blé et qui souhaite se protéger contre une baisse des prix du sous-jacent et va promettre de vendre 100 tonnes de blé pour 200 € par tonne dans 6 mois, parce qu'il veut fixer le prix de la matière première qu'il va vendre. Le boulanger, lui, est l'autre partie du contrat futur ou forward, et c'est l'acheteur de blé, qui veut se protéger contre une hausse des prix du sous-jacent. Il veut connaître à l'avance le prix de sa matière première. Donc, il promet d'acheter 100 tonnes de blé pour 200 € par tonne dans 6 mois. Maintenant, il peut y avoir un autre acteur qui est le spéculateur, qui lui, en fait, peut entrer dans une position short, donc similaire à celle de l'agriculteur, mais ne possède pas le sous-jacent, contrairement à l'agriculteur à terme. Donc, il achètera en fait 100 tonnes au marché et revendra pour 200 € par tonne. Donc, en fait, il va parier sur une baisse des prix du sous-jacent. Le spéculateur peut également rentrer dans une position longue, similaire à celle du boulanger, mais il n'utilisera pas le sous-jacent. Il ne va pas utiliser la farine ou le blé, donc il achètera 100 tonnes pour 200 € la tonne à maturité et revendra au marché. Et il parie bien évidemment sur une hausse des prix du sous-jacent. Si on veut regarder un petit peu les payoffs à maturité pour chaque acteur, on peut voir tout d'abord le boulanger. Donc le boulanger, à terme, lui, qu'est-ce qui lui importe en fait? En fait, lui, peu importe le prix du blé à maturité, ça lui est un petit peu égal. Pourquoi? Parce qu'il a en fait il a promis en fait d'acheter à 200 € par tonne. Donc en fait, peu importe que le prix du blé à maturité monte ou descende, eh bien lui, ça ne change pas, parce qu'il achètera à 200, il aurait peut-être pu acheter à 100, donc moins cher, mais il aurait peut-être pu également acheter à 300 si le prix avait monté. Donc en fait, il s'est couvert contre ce risque. Maintenant, supposons le spéculateur qui, lui, serait entré dans une position longue, eh bien, il a des payoffs à maturité qui sont très différents, parce qu'il n'utilisera pas le sous-jacent. Donc, supposons que le prix du blé à maturité est de 100 € la tonne, eh bien, le spéculateur va en fait promettre d'acheter à 200 € par tonne, mais vu qu'il n'utilise pas le sous-jacent, il va revendre au marché à 100 € la tonne et dégager une perte. Pourquoi? Parce que 100 € multiplié par 100 tonnes nous donne un payoff de moins 10 000 €. Pourquoi? Parce que voilà, il a acheté en fait à 200 et il revend à 100. Donc un payoff négatif. Maintenant, le spéculateur peut également se retrouver dans une position qui lui est favorable, où il va en fait acheter à 200 € par tonne, mais il va pouvoir revendre au marché à un prix plus cher, à 300 € la tonne. Maintenant, parlons de l'agriculteur. Lui, l'agriculteur, il est dans une situation similaire au boulanger, où il voulait se protéger contre une baisse des prix du sous-jacent. Et donc, lui, c'est pareil. En fait, ça lui est un peu égal le prix du blé à maturité. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est juste fixer son prix de vente. Donc, en fait, oui, bien sûr, il aurait pu dégager un payoff plus important s'il avait pu vendre à 300 au lieu de 200. Mais il aurait pu également perdre de l'argent si, en fait, le prix du blé à maturité était descendu à 100. Donc, en fait, lui, il s'est couvert contre un risque en fixant son prix. Pour les spéculateurs, c'est très différent. Par exemple, le spéculateur qui entre dans une position short, eh bien lui, si le prix du blé se retrouve à 300, eh bien il a promis de vendre à 200, mais il ne possède pas le sous-jacent, et donc il va devoir l'acheter au marché à 300 et revendre à 200. Il va donc dégager un payoff négatif. À l'inverse, le spéculateur peut également se retrouver dans une position qui lui est favorable, où le prix du blé est tombé à 100 € la tonne, et donc
il va pouvoir acheter au marché à 100 € la tonne et grâce à son contrat, revendre à 200 et dégager un payoff positif. Donc tous ces acteurs ont des payoffs qui sont très différents et en fait, il peut y avoir toutes sortes de gains ou de pertes qui sont engrangés par tous ces acteurs. Maintenant, que se passe-t-il si l'une des parties ne peut honorer le contrat? En fait, ça peut créer beaucoup de difficultés. Parce que, par exemple, le boulanger, il a peut-être besoin de sa farine, et puis si l'agriculteur n'est pas capable de lui donner, il va devoir acheter au marché. Il va faire une énorme perte si le prix du blé a augmenté énormément à maturité. L'agriculteur peut également se retrouver, si le boulanger ne lui achète pas son blé, dans une situation compliquée où il devra en fait peut-être vendre son blé à terme à maturité avec un payoff négatif si le prix du blé a fortement diminué. Donc il faut que ces acteurs soient solvables. Et donc en fait, s'ils n'honorent pas le contrat, il y a ce qu'on appelle un risque de contrepartie. Qu'est-ce que le risque de contrepartie? C'est une possibilité qu'un acteur financier ne puisse ou ne veuille honorer ses engagements contractuels. La solution pour limiter le risque de contrepartie sont notamment les chambres de compensation et la méthode MTM ou Mark to Market que je vous présenterai plus tard. Quelles sont les chambres de compensation ou clearing house en anglais? Ce sont des intermédiaires financiers centraux, comme par exemple le Chicago Mercantile Exchange, qui vont s'interposer entre les deux parties d'une transaction financière afin donc de sécuriser les échanges. Comment ça fonctionne? Elles vont exiger des marges, des dépôts de garantie, et elles interviendront en cas de défaut. Elles ajusteront également les positions au quotidien via la méthode MTM. Quelle est leur utilité? Grâce à ces chambres de compensation, tous les acteurs ne passeront que par une contrepartie. Et en finance, plus il y a de contreparties, plus il y a de risques. Donc en fait, en limitant le nombre de contreparties, la chambre de compensation limite le risque. Elle garantit également le bon dénouement des transactions et elle va mutualiser et gérer les risques. Qu'est-ce que la méthode MTM? C'est l'implémentation de cette mutualisation et donc cette gestion des risques, en fait. Donc, qu'est-ce que la méthode MTM? C'est une méthode qui consiste à valoriser une position à sa valeur de marché actuelle et non à sa valeur historique. Comment ça fonctionne en pratique? Vous allez avoir un dépôt d'un montant sur un compte qui sera la marge requise par la chambre de compensation. Vos positions sont réévaluées au prix du marché à chaque fin de journée et le compte de l'acheteur ou du vendeur qui ont déposé leur marge se verra débité ou crédité de gains ou de pertes selon s'ils sont short ou long qui seront non réalisés. Si le solde du compte devient insuffisant et tombe en dessous de la marge requise, vous aurez une injection de fonds qui sera nécessaire, vous devrez remettre des fonds ou alors vous devrez réduire la taille de votre position. Sinon, à partir d'une certaine marge atteinte, vos positions seront clôturées. C'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on appelle une liquidation forcée. Quelle est l'utilité de ce principe? En fait, ça va permettre de refléter la valeur des positions en continu, mais ça permet de mitiger le risque de contrepartie. Parce qu'en fait, on se rend compte bien avant l'échéance du contrat si un acteur va être solvable ou non. Et donc, ça permet de limiter en fait les dégâts qu'il peut y avoir à maturité. Donc, c'est très, très important pour les marchés des produits dérivés. Passons maintenant à la pratique. Donc, on va voir les CFD plus en détail. Donc, qu'est-ce que les CFD? Les CFD sont des Contracts for Difference. Ce sont des produits dérivés qui permettent une exposition à l'évolution du prix d'un actif sous-jacent, comme des actions, mais également des indices, sans avoir à posséder l'actif en question. Donc, comment ça fonctionne? Les CFD vont suivre le prix de l'actif sous-jacent. Si, par exemple, vous prenez un CFD sur le S&P 500, le prix du CFD sera le même que le prix du S&P 500. Si le cours du sous-jacent augmente, si vous êtes dans une position longue, vous aurez un gain. À l'inverse, si vous êtes dans une position short, vendeuse, vous aurez une perte. Vice-versa, si le cours du sous-jacent diminue. Le CFD est également un instrument qui est réglé à la clôture de la position. Vous aurez la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, ou le prix d'achat et de vente, respectivement, si vous êtes long ou short.
Quelle est l'utilité de ces CFD? Eh bien, l'utilité principale, c'est tout d'abord que vous pourrez investir via l'effet de levier. Donc, grâce à un investissement initial faible, vous pourrez investir sur des positions nominales très élevées. Donc, par exemple, avec 10 000 € de dépôt, vous pourrez investir jusqu'à 100 000 €. Une des autres utilités des CFD, ce sont la vente à découvert. Donc, parier sur une baisse du sous-jacent. Parce que si vous ne passez pas par les CFD, ça peut être un peu compliqué d'implémenter ce genre de stratégie. Par exemple, vous allez devoir peut-être emprunter des actions à un investisseur et les revendre et les vendre au marché. Et en fait, peut-être que quand vous rembourserez en fait l'investisseur en lui rendant ses titres, eh bien, vous pariez sur le fait que le sous-jacent a baissé et donc que vous engrangerez un gain. Mais ça, ce n'est pas évident à implémenter en pratique et les CFD vous permettent de le faire très facilement. On va maintenant voir la différence entre les CFD forward et les CFD spot. Donc, comme vous le voyez ici, la principale différence, c'est tout d'abord que les CFD forward ont des dates d'expiration. Et surtout, la différence qui va nous importer, c'est que les CFD forward n'ont pas de swap ou de rollover fees. C'est-à-dire que la banque va en fait rollover vos positions, c'est-à-dire qu'elle va les clôturer à la fin de chaque journée de trading et les réouvrir pour vous, et pour ça, elle va vous appliquer des frais. Et en fait, les CFD à terme n'ont pas ce genre de frais, ce qui vous permet en fait d'exprimer vos visions sur les tendances de marché à beaucoup plus long terme et sans vous préoccuper en fait de ces frais qui, sur des CFD spots, viendraient peut-être un petit peu grignoter vos marges ou vos profits. Donc, c'est vraiment ça le but principal de ces CFD forward, c'est vous permettre d'exprimer une position à plus long terme avec un petit peu plus de liberté. Il y a également un code pour les mois sur les CFD forward. Donc, comme vous le voyez, à chaque lettre correspond un mois. Nous, on sera surtout focalisé sur mars avec donc, comme code H. On va passer à la pratique sans autre. Donc, si vous vous rendez sur la plateforme CFXD via un compte démo ou live, pour trouver un CFD forward, vous vous rendrez dans Filtre avancé. Puis, vous devrez aller sous indice ou sous matière première et sélectionner non pas spot, mais peut-être forward. Donc, voilà, si vous voulez traiter les CFD forward. Par exemple, un CFD forward sur le contrat, sur l'indice Nasdaq 100. Donc, par exemple, vous voyez le Nasdaq 100, H, donc expiration mars 2026. Si on va un petit peu sur CFXD se renseigner sur ce produit, on voit une exigence de marge de 2%, très important. La devise des bénéfices est en dollars, ce qui sera également important. Dans le rollover, c'est là qu'on voit qu'on a affaire à un CFD forward. Il n'y a pas donc de rollover fees, et ça c'est très important également. Quand vous vous renseignez un petit peu plus sur le produit, il y aura également quelque chose d'important, c'est le montant de trading minimum, mais surtout la taille du lot. Ce sera en fait sur combien d'unités du sous-jacent porte ce CFD forward. Ici, en revanche, c'est 1. Donc, c'est relativement facile. Quand vous prenez une position sur ce CFD forward, eh bien, vous prenez sur une unité du Nasdaq 100. À noter que très important également, vous pouvez traiter ces CFD forward uniquement jusqu'à la date de fin du forward, donc le 19 mars 2026, par exemple ici jusqu'à 16 h. Et après, les positions sont automatiquement clôturées. Il n'y aura pas de rollover qui seront mis en place, c'est-à-dire que vous ne serez pas, par exemple, clôturé et rebalancé sur le contrat du quarter suivant ou du mois suivant. Et ça, c'est quelque chose également d'important à relever. Si on veut prendre maintenant un petit peu un cas pratique, on souhaiterait passer un ordre. Et donc, le sous-jacent, comme on l'a dit déjà, c'est le Nasdaq 100. Et là où vous aurez en fait de la marge de manœuvre, c'est sur les champs en bleu, ici à droite. Tous les champs orange, ce sont... Ah, il y a un petit problème du rendu. Bon, c'est pas très grave. Tous les champs en bleu, ce sera en fait donc là où vous avez une marge de manœuvre. Donc, par exemple, la devise du compte. Et ça, vous devrez choisir la devise du compte et ça rajoutera une difficulté supplémentaire parce que, en fait, ça vous mettra dans une position où vous aurez également un risque de change qui sera présent. Vous voyez ?
Donc, également important, la devise du CFD, le nombre de lots que vous souhaitez prendre. Ici, en revanche, 1. La taille du lot, on a déjà dit, c'est 1. Le prix du CFD, c'est le prix qui est affiché ici en bleu, donc 25 869,25. Le facteur de marge, on verra ça un petit peu plus tard. La marge requise, c'est 2%. Et vous pourrez en fait choisir la marge souhaitée. Donc, la marge souhaitée, ce sera à quel point est-ce que vous décidez de vous faire en fait un buffer, de vous faire un coussin d'atterrissage. Donc, par exemple, si la marge requise c'est 2% et que vous choisissez une marge souhaitée de 4%, eh bien, vous choisissez de dire, bon voilà, moi je vais prendre 2 fois la marge requise, je préfère être large. Et en fait, pour implémenter ça en pratique, eh bien, il faut que vous sachiez le solde souhaité en francs suisses sur votre compte ici, puisque la devise du compte est en francs suisses. Et pour ça, vous aurez tout simplement à multiplier le nombre de lots que vous prenez, multiplié par la taille du lot, multiplié par le prix du CFD, mais n'oubliez pas que ce montant est en dollars. Et donc, vous devrez également multiplier par le taux USD CHF pour avoir la position en CHF, bien évidemment, une fois divisé par la marge souhaitée, hein, donc divisé par 4%. Donc, je répète, le nombre de lots multiplié par taille du lot, multiplié par le prix du CFD, après, divisé par le taux USD, multiplié, pardon, pas divisé, par le taux USD CHF, vous donnera, multiplié par la marge souhaitée, donc 4%, vous donnera le solde souhaité en francs suisses sur votre compte. À noter que sur CFXD, vous voyez les champs en jaune ici qui sont affichés, vous verrez que vos positions totales ouvertes sont de 51 738,50, donc 2 fois ce que vous penseriez en fait, 25 869,25. Vous dites, mais pourquoi? Mais en fait, parce que ces positions sont multipliées par un facteur de marge, le facteur de marge est toujours égal à la marge requise, et en fait, donc, vous verrez que c'est très important parce que la marge qui sera affichée sur CFXD, vous dites, ah ben voilà, je prends de la marge et je me mets à 4%. Et en fait, la marge que vous verrez affichée sur CFXD, c'est 2%. Mais c'est parce qu'en fait, quand vous allez prendre le total des positions ouvertes, donc 51 738, divisé par, en fait, le solde souhaité, excusez-moi, le solde souhaité 802,15 converti en dollars et divisé après par le total des positions ouvertes, eh bien, vous allez avoir une marge sur CFXD qui sera en fait de 2%. Et à quoi ça sert ce facteur de marge? Eh bien, ça sert à standardiser les positions. C'est un facteur en fait qui permet à Swissquote de se rendre compte à quel point vos positions sont risquées. Donc en fait, sur CFXD, peu importe les positions que vous prenez, vous serez toujours en fait en appel de marge en dessous de 1% et vous serez liquidé à partir de 0,30%. Donc ça me semble quelque chose d'important à relever si vous voulez investir sur la plateforme, parce que voilà, quand vous devrez monitorer votre marge et calculer le solde que vous devez avoir sur le compte pour maintenir cette marge, en tout cas à l'ouverture de la position, eh bien, ce sera donc important de comprendre bien ce détail. Maintenant, si on se concentre sur un CFD Forward qui a comme sous-jacent le S&P 500, eh bien, je suis désolé pour le problème de rendu, la slide a un petit peu, j'ai eu un petit problème. Donc voilà, excusez-moi, je vous aurai peut-être la présentation propre après la fin de cette séance. Donc ici, c'est exactement le même cas de figure. La taille du lot, c'est toujours 1. Mais vous choisissez comme marge souhaitée. Vous dites, bah non, moi, ça m'est égal. Je n'ai pas envie de prendre vraiment de marge de manœuvre. Donc, je pense que la marge souhaitée, ce sera égal à la marge requise. Et donc, parfait. Donc, pour avoir le solde souhaité en francs suisses, c'est bien pareil. Hein, vous prendrez le nombre de lots, multiplié par la taille du lot, multiplié par le prix du CFD, multiplié par le taux USD CHF pour avoir le montant en CHF, multiplié par la marge souhaitée 2% qui vous feront arriver à un total de 108,55 francs suisses pour maintenir cette marge de 2%. Vous voyez également que les positions ouvertes sont multipliées par 2 et que la marge sur CFXD est de 1% et non de 2 pour la raison que je vous ai expliquée avant, ce qui vous donne en fait peu de marge de manœuvre avec un solde de 108,55 et une marge de 2% qui est égale à la marge requise, parce que si le S&P 500 diminue un petit peu,
vous êtes dans une position longue ici, eh bien, vous serez immédiatement en appel de marge. Donc, vous devrez soit remettre des liquidités, soit eh bien, réduire la taille de votre position. Maintenant, prenons un autre type de contrat forward qui aura comme sous-jacent le pétrole. Donc, le pétrole, si on va voir dans les informations générales sur la plateforme CFXD, on peut voir que maintenant l'exigence de marge n'est plus de 2%, comme les CFD forward sur indice, mais bien de 4%. La devise des bénéfices est également en dollars. On voit que les rollover fees, eh bien, il n'y en a pas, parce qu'on est en présence d'un CFD forward, comme je l'ai déjà mentionné. Et maintenant, chose également importante, la taille du lot est 10, ce qui signifie que quand vous rentrez dans un contrat sur ce CFD-là, eh bien, vous prenez en quelque sorte 10 barils de pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, la taille du contrat, c'est 10, et c'est plus 1 comme avec les indices. Et ça aura une importance. On voit également que la date de fin du forward est en février. Et pourquoi pas en mars, alors que le code est H? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'en pratique, ce genre de futurs sont settle en fait en M-1 pour préparer la livraison physique, parce que c'est la livraison physique qui a lieu en mars. Alors qu'avec des CFD sur indice, eh bien, vu qu'en fait le sous-jacent n'existe pas, eh bien, il n'y a pas cette livraison physique à préparer. Donc, c'est un standard dans l'industrie. Prenons donc un cas pratique également. Si on veut donc arriver sur le sol souhaité. J'ai fait également une petite variante ici où la devise du compte sera en euros et on ne prendra plus une position longue, mais une position short. Pour la marge requise, ça n'aura pas d'importance. Hein. Pourquoi? Parce que le prix du CFD sera tout simplement de 60,43 au lieu de 60,48. Donc oui, ça aura un impact, mais l'impact sera minime. Hein. Donc ici, comme je l'ai déjà mentionné, hein, le sous-jacent, c'est AUSD, hein, donc le crude américain de pétrole. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici qui va changer? C'est tout d'abord le facteur de marge. Alors, malheureusement, c'est un petit peu caché par le rendu, mais le facteur de marge est 4. Pourquoi? Parce que la marge requise est de 4% et non plus de 2%, donc une marge plus importante. Et vous vous dites, OK, moi, même cas de figure, j'aimerais avoir un petit peu de marge et du coup, je vais prendre 2 fois la marge requise, donc une marge souhaitée de 8%. Et donc là, en fait, c'est exactement le même principe qu'avant. Vous allez prendre le nombre de lots, 1, multiplié par la taille du lot, 10, multiplié par le prix du CFD, qui va donc vous donner environ 600 et quelques. Bien comprendre que ce montant est en dollars et que donc pour le convertir en euros, vous diviserez par le taux euro-USD. Et après, vous multiplierez par la marge souhaitée. Et cela vous donnera donc le solde souhaité en euros sur le compte. Encore une fois, les positions ouvertes qui seront affichées sur CFXD sont de 2417 et de 2% pour ce qui est de la marge, parce qu'encore une fois, on multiplie par le facteur de marge, à savoir ici, donc 4, ce qui donnera environ 2417,20. Et si vous voulez avoir la marge donc, sur CFXD, ce sera tout simplement le solde souhaité en euros, donc ici 40 pour habitante, qui sera converti en dollars, donc multiplié par le taux euro-USD, divisé par le total des positions ouvertes, à savoir 2417, et ça vous donnera donc 2%. Donc voilà, on arrive au bout de ce webinaire. Je vous ai présenté donc 3 CFD forward, donc 2 sur indice, 1 sur pétrole. Je vous remercie donc d'avoir participé à cette présentation. J'espère que ça vous a plu. J'attends éventuellement d'éventuelles questions dans le chat si vous en avez. Celles auxquelles je peux répondre, je les prendrai tout de suite. Et celles auxquelles je ne peux pas répondre, je vous recontacterai dans un second temps par email. Donc merci à tous d'avoir participé. Et puis pour ceux qui ne restent pas avec nous, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. Donc voilà, merci beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui.